20h30 sur les antennes de la chaîne sénégalaise. C'est l'heure du rendez-vous d'information. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Les portes de l'UCAD ont été fermées aujourd'hui à 18h, servant de lieu d'affrontement entre étudiants et forces de l'ordre. Le temple du savoir a perdu sa lueur d'antan et aujourd'hui une réfection totale et une désinfection pour prévenir certaines maladies ont été jugées nécessaires par les autorités étatiques. C'est désormais officiel, la déclaration de patrimoine devient obligatoire au Sénégal. Le décret vient d'être signé par le chef de l'État, Macky Sall. Sur l'international, nous parlerons du président égyptien déchu Mohamed Morsi qui devra bientôt comparaître devant le juge avec 10 autres personnes pour avoir livré des documents confidentiels au Qatar. Et toujours sur l'international, la Sierra Leone qui reste pour l'instant le pays le plus affaibli par le virus Ebola. Ainsi, pour empêcher la propagation davantage de cette maladie, l'État demande à la population de s'enfermer à domicile pour une durée déterminée. Et dans la page sportive de cette édition, vous aurez les temps forts du match Sénégal-Égypte. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar vient de fermer ses portes, même s'il y a certains qui n'ont pas encore déserté les lieux. Cette décision est prise en raison de la cure de désinfection et de désinsectisation, ainsi que des travaux d'entretien prévus pendant la période de fermeture, comme cela se fait chaque année. Et certains étudiants ont donné leurs avis sur cette décision prise par la direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Birama Kamara Kabero Sissé. Au pavillon A, c'est la désolation et l'amertume pour les locataires. Ces étudiants sont obligés de déguerpir les lieux à contre-cœur parce que la direction du COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar, en a décidé ainsi. Bon, pour moi, il n'y a pas de problème puisque on a arrêté les cours à cause des perturbations. Bon, on est obligé de fermer le campus social. C'est une très bonne chose parce que ça permet aux étudiants de regagner leur localité. Et en plus de cela, ça leur permettra également d'avoir au moins un mois de révision pour pouvoir préparer davantage aux examens. Oui, obligés de déloger, mais non sans des pincements de cœur. Il est midi et pourtant, le délai est fixé à 18h. Si certains continuent à faire leur bagage, d'autres font la lessive en réfléchissant pour voir comment trouver un refuge entre-temps. La fermeture du campus, c'est désolant, vraiment c'est désolant, pour pouvoir continuer nos activités. Parce que si on ne loge pas dans le campus, actuellement, nous n'avons pas là où aller. Oui, je suis de Kaolack. Aujourd'hui, ce que je déplore ce départ, parce que c'est un départ que je n'ai pas prévenu, je n'ai pas donc programmé. Je pars comme ça, sans bourse, sans rien. Le ticket de transport, je l'ai réglé hier, ça a été très difficile pour l'avoir. Puisque c'était parti chez un ami pour qu'il me fasse donc une dette. Je vais comme ça jusqu'à Ziguinchor. À Ziguinchor, donc je n'ai ni bourse ni aide. Donc c'est très difficile pour moi, alors que oui, je me trouve dans une situation très difficile ici à Dakar. Je n'ai pas donc de tuteur ni rien. Donc je suis là, c'est là-bas même où je passe la nuit. Parce que j'ai une tante là-bas, c'est là où je passe la nuit. Ainsi, le campus se vide progressivement de son monde. Pourtant, des récalcitrants, il y en a du côté des étudiants, ce qui n'est pas surprenant. Je suis contre le délogement. Parce que non seulement ils ne nous ont pas avertis à temps, c'est seulement le mardi ou le mercredi qu'ils ont fait leurs affiches, comme soi-disant que le 6, tous les étudiants vont quitter. Et le prétexte qu'ils ont donné aux étudiants qu'ils vont désinfecter le campus social. Mais désinfecter, nous ne refusons pas, c'est tout à fait normal. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Et en même temps, les étudiants étaient là. Je ne suis pas prêt pour quitter le campus et nous ne sommes pas prêts aussi pour quitter le campus. Il est hors de question, il est impensable. Les conditions ne sont pas réunies. Nous sommes en pleine année universitaire. Certaines facultés n'ont pas encore fait le second semestre, d'autres n'ont pas terminé les examens. Il y a une crise qui est sévie la journée du 14 août passé. Il y a un étudiant qui a rendu l'âme. Il y a des
400 étudiants blessés, il y a des chambres saccagées, il y a des ordinateurs volés. Nous sommes en train de discuter avec l'État pour que la justice soit faite, pour que l'ensemble des dégâts soient réparés, pour que l'ensemble des victimes soient indemnisées. Le reste des étudiants encore présents au campus est prié de rentrer à la maison jusqu'au mois d'octobre, date de la réouverture du campus social. Mais la fermeture du campus social ne coïncide pas avec la fin de l'année académique 2013-2014. Birama Kamara, au moment où le chef de l'État Macky Sall reçoit certains étudiants au palais, d'autres réunis au sein du collectif des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar fustigent le traitement du dossier Bassirou Faye par l'État. Ainsi, le collectif des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar réclame aussi l'indemnisation des victimes de ces affrontements. Ces étudiants entendent mener le combat jusqu'au bout. Un des membres du collectif s'est prononcé au micro de Birama Kamara et Kabirou Sissé. Aujourd'hui, on est là pour fustiger un fait, pour montrer notre désarroi par rapport à la situation actuelle. Il y a des étudiants qui sont présentement au palais de la République. Ils doivent être reçus par le président. Et comme vous l'avez constaté, il y a d'autres qui sont là, qui sont restés à l'université, les vrais combattants, les vrais étudiants qui ont combattu la cause étudiantine depuis le début des réformes jusqu'à présent. Et à notre grande surprise, ces gens-là n'ont pas été conviés à cette rencontre. Le pourquoi, c'est qu'il y a des politiques qui sont entrés dans le jeu, tels que la personne de Thérèse Faye, la directrice de la case de Tout-Petit, Ousmane Ndiaye, qui fait partie du mouvement M23, il y a aussi Diomaye Dian, qui sont des politiques qui sont venus assiéger le bureau du médiateur. Ils ont pris la liste des étudiants, ils les ont envoyés à l'État. Lorsqu'ils nous ont appelés, on a dit qu'on ne va pas répondre à des politiques. On avait dit que tant que justice ne sera pas faite, tant que le ministre de l'Enseignement supérieur n'aura pas dégagé de ses fonctions, tant qu'on n'aura pas rémunéré les étudiants qui avaient perdu leur bagage lors des saccages, tant qu'on aura aussi pris en charge tous les blessés, on ne va pas revenir sur notre décision. Raison pour laquelle on est là aujourd'hui pour dire à l'autorité, pour dire au président que tout ce qu'ils auront à décider lors de cette audience, ça n'engage pas l'UCAD. Les vrais combattants sont là et Inch'Allah, en octobre, on va continuer les choses comme on l'avait entamé. S'il y a lieu d'y laisser notre vie, on le fera pour défendre la cause étudiantine. Parlons de toute autre chose. Le président de la République a signé le décret d'application de la loi numéro 14/2013 relatif à la déclaration de patrimoine. Ce vendredi, cette loi oblige toutes les autorités occupant de hautes fonctions publiques à présenter leurs avoirs. Les citoyens rencontrés par nos reporters saluent cette mesure et appellent à l'application sans parti pris. Mohamedou Diallo et Maria Massi. Désormais, le président de la République ne sera plus le seul à déclarer son patrimoine devant le Conseil constitutionnel avec la signature par le chef de l'État du décret d'application de la loi numéro 14/2013 relatif à la déclaration de patrimoine. Tous ceux qui occupent de hautes fonctions publiques devront déclarer leurs avoirs au niveau de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, une décision que salue bon nombre de Sénégalais. Normal, toute personne qui travaille dans un gouvernement doit pouvoir présenter tout ce qu'il a comme patrimoine, maison, argent, bon, société, quoi qu'on puisse ne pas, pour que demain on puisse pas le suivre pour certaines choses, quoi. Faut pas dire que bon, j'ai telle chose, ou bien 10 camions et qu'on ne vérifie pas. Il faut d'abord vérifier ce que tu as d'abord, que c'est sûr, que ta déclaration est sûre. Comme ça, en sortant, si on fait des études, bon, on dira normalement, on peut savoir normalement que ce que tu avais dit avant, c'est sûr. Dès la publication du décret au journal officiel, un délai de 3 mois sera octroyé aux autorités concernées pour déclarer leur patrimoine. Les populations en appellent à... Et qu'on ne passe pas de 2 poids, 2 mesures, c'est tout. L'essentiel, c'est de s'y mettre. Parce que je te dis encore, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui n'avait rien, ça ne fait même pas 1 an, 2 ans, se trouve ministre et devenir milliardaire du jour au lendemain. Ce n'est pas normal. Bien sûr. Parce que bon, ils ont des sociétés anonymes. Deux personnes bon, ont des prête-noms.
Ça existe depuis Mathusalem. Après, il n'aura pas de fonction à faire. Quand tout est normal, hein? Là, qu'est-ce qu'on a à faire? On n'a rien à faire. Des sanctions sont prévues pour les autorités concernées qui ne respecteront pas le délai fixé. Les citoyens rencontrés conviennent tous que la déclaration de patrimoine pourrait être un outil efficace de lutte contre l'enrichissement illicite. Merci à Mohamedou Diallo et Maria Massi. Autre aspect de l'information, inondation, insécurité, coupure d'eau et d'électricité. Voilà entre autres les nombreux problèmes dont fait face la banlieue de Dakar, surtout le quartier de Thiaroye, Guinaw Rail. Et les jeunes de cette localité n'attendent plus l'intervention de l'État. Au contraire, ils se sont mobilisés pour veiller à la sécurité de leur site, nous dit Fatoumata Rouguissaro. Guinaw Rail agonise. L'insécurité est le maître mot dans cette cité perdue de la banlieue dakaroise. L'insécurité bi mom wax deug yalla amna fi parce que yu bari mu fi am. L'insécurité est bel et bien là, car beaucoup d'incidents se sont produits ici de jour comme de nuit. Il n'y a vraiment pas de sécurité à Guinaw Rail. L'occupation anarchique des lieux semble être la cause principale qui attire les malfrats dans ces lieux et à y commettre des forfaits. Ce n'est pas étonnant, vu la façon anarchique dont on habite ici. Ce qui fait que l'endroit est devenu aujourd'hui propice pour les malfaiteurs. Tout cela est dû à un manque d'organisation, surtout de la part de l'État. Cependant, les jeunes du quartier, conscients du danger permanent qui les guette, se sont érigés en bouclier afin de garantir la sécurité des biens et des personnes. Des problèmes d'insécurité, il y en avait auparavant, mais aujourd'hui, ça commence à diminuer. Nous, en tant que jeunes, nous prenons toutes nos dispositions pour protéger les lieux, car c'est ici que vivent nos familles. Comme si ce lot de malheur ne suffisait pas, les coupures d'eau et d'électricité entrent le quotidien des populations. Des coupures, il y en a tous les jours, pas plus tard qu'hier, et ce n'est qu'à 6 h du matin que le courant est revenu. L'eau, on n'en parle même pas. Nous sommes épuisés de puiser dans les puits. Des coupures intempestives, c'est ce que nous vivons au quotidien. À Guinaw Rail, tout est urgence. L'eau, l'électricité, la sécurité sont autant de problèmes de calvaire pour ces banlieusards qui espèrent que l'État vole incessamment à leur secours. L'explosion plutôt de la téléphonie mobile au Sénégal a créé un nouveau métier, réparateur de téléphones portables ou même vendeur. En effet, beaucoup de jeunes affirment avoir trouvé dorénavant leur voie dans la réparation et la vente du téléphone portable qui n'a plus de secret pour eux. Ils confirment que cette activité leur permet de subvenir aux besoins familiales, nous dit Aïcha Thiamdien et Papa Karadjan. Sur l'avenue Lamine Gueye, ils sont nombreux ces jeunes qui s'activent dans la vente et la réparation de téléphones mobiles. Certains assises sous des parapluies, d'autres à même le sol et les plus chanceux ont leur boutique. Notre travail marche très bien, on rend grâce à Dieu, on ne se plaint pas du tout, alhamdoulilah. Moi, je suis là depuis très longtemps et chaque jour, je viens ici faire mon travail comme il faut. Et c'est le cas avec les autres qui sont ici. On rend grâce à Dieu. La vente marche très bien, on rend grâce à Dieu. Mais vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas. La vie ne peut pas être toujours rose. Sous aucune formation digne de ce nom, ces jeunes réparateurs de la salle de vente rencontrent parfois des difficultés avec leurs clients. Bien sûr, ça marche. En tout cas, on ne se plaint pas pour le moment. Ouais, mais ce qu'on déplore, c'est peut-être le soutien de l'État. Les gens ne considèrent pas, c'est le secteur informel, mais les gens n'ont pas assez de visibilité là-dessus. Bon, ils croient que peut-être... on est là pour peut-être essayer de manigancer les gars, alors que ce n'est pas ça. On est là en train de travailler honnêtement. Ouais. Nous avons une mauvaise réputation alors qu'on gagne notre vie ici. Comme tout le monde d'ailleurs, les clients nous traitent comme des vauriens. Dans ce coin de rue très fréquenté, la maxime selon laquelle il n'y a pas de saut métier prend tout son sens et pour les jeunes, les téléphones mobiles n'ont aucun secret, même ceux de dernière génération.
Merci à Aïcha Tchamdian et Papa Karadjan. À présent, nous en venons à l'actualité internationale. Le président égyptien destitué par l'armée, Mohamed Morsi, sera jugé avec 10 co-accusés pour la livraison présumée au Qatar de documents relevant de la sécurité nationale, a annoncé samedi un communiqué du procureur général. La date de l'ouverture du procès n'est pas encore fixée et l'ex-président islamiste encourt déjà la peine de mort dans plusieurs affaires depuis sa destitution et son arrestation par les militaires en juillet 2013. L'ex-président Mohamed Morsi et ses co-accusés sont soupçonnés d'avoir livré des secrets relevant de la sécurité nationale au service de renseignement du Qatar et à des responsables de la chaîne d'information qatari Al Jazeera en échange d'$1 million. Les documents qui auraient été transmis au Qatar comprennent des rapports extrêmement sensibles concernant l'armée, le déploiement de ses troupes et son armement, ainsi que des documents provenant des services de renseignement généraux et militaires de la sûreté de l'État, renseigne un communiqué du procureur qui qualifie l'affaire de plus grand complot et de plus importante trahison perpétrée par les frères musulmans contre le pays. Les relations entre l'Égypte et le Qatar se sont détériorées après la destitution de Mohamed Morsi. Les autorités égyptiennes dénoncent le soutien apporté par le riche émirat à la confrérie des frères musulmans dont est issu l'ex-président, alors que Doha condamne régulièrement la répression visant les pro-Morsi. Le président déchu comparaît actuellement devant la justice dans 3 affaires, dont un procès pour espionnage dans lequel il est accusé avec ses 35 co-accusés d'avoir comploté avec le mouvement islamiste palestinien Hamas et la République islamique d'Iran pour déstabiliser l'Égypte. Outre l'ex-président, la quasi-totalité des dirigeants des frères musulmans sont derrière les barreaux et encourent la peine de mort. La Sierra Leone, un des pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola sévissant en Afrique de l'Ouest, a annoncé samedi une mesure extrême, le confinement à domicile de l'ensemble de sa population pendant 3 jours du 19 au 21 septembre. Le confinement signifie personne, encore moins un véhicule, à l'exception de ceux qui sont essentiels pour le service, ne sera autorisé à circuler. La mesure s'appliquera à tout le monde, a affirmé le porte-parole du gouvernement cité samedi par l'AFP. La mesure vise à faciliter la détection de malades cachés par leurs proches, précise-t-il. Ainsi, le personnel de santé et celui des organisations non gouvernementales feront du porte-à-porte pour détecter les cas probables de maladies d'Ebola. L'opération va impliquer quelques 7000 équipes de patrouille composées d'agents de santé, de militants de la société civile et de membres de la communauté qui sera passée au crible, dont la mission sera de surveiller, de retracer les contacts et d'identifier les personnes qui présentent des symptômes de la maladie pour éviter sa transmission, précise la présidence dans un communiqué. La décision sera pratiquée périodiquement jusqu'à ce que la maladie soit vaincu, selon le porte-parole du gouvernement sierra-léonais. Le nombre total de personnes devant participer à cette opération inédite n'a pas été indiqué, pas plus que son coût financier et ses bailleurs, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le chef des islamistes somaliens, Shebab Ahmed Abdi Godane, a été tué au cours d'une frappe aérienne de l'armée américaine. Lundi, ont annoncé vendredi les États-Unis. La mort de Godane est une perte majeure du point de vue symbolique et opérationnel par la plupart importante des entités affiliées à Al-Qaïda, a souligné la Maison-Blanche dans un communiqué. L'opération a eu lieu lundi à 15h20, soit 17h20 heure française. Mais comme toute opération militaire, on ne l'apprend que plusieurs jours après. Les hauts responsables Shebab étaient alors dans une réunion en présence de leur chef Ahmed Abdi Godane. Des missiles Hellfire et des armes à guidance laser, c'est ce lourd arsenal qui a permis aux forces spéciales américaines de détruire un campement et un véhicule situé au sud de Mogadiscio, la capitale somalienne. Le Pentagone a souligné qu'aucun soldat américains au sol n'avaient été impliqués dans l'opération. Enfin, pour Washington, la mort du chef islamiste somalien constitue l'aboutissement d'années de labeur des services de renseignement, de l'armée et des forces de maintien de l'ordre. À 37 ans, Godane était l'un des fondateurs du mouvement islamiste des Shebab en Somalie. Sa tête avait été mise à prix pour $7 millions. Il était l'une des 10 personnalités les plus recherchées par les États-Unis pour terrorisme. Fuyant les caméras, il était au sein des insurgés, l'un des partisans les plus radicaux du djihad mondial contre les partisans d'une idéologie nationaliste somalienne.
Et à ce stade du journal, nous parlons sport. Le Sénégal entame bien sa campagne de qualification pour la CAN 2015 face à l'Égypte, cette fois champion d'Afrique. Les coéquipiers du capitaine Bouna Koundoul se sont montrés impitoyables plutôt, c'est un compte rendu d'Amar Sissé et d'Amadou Kébé. Les Lions commencent bien leur campagne de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est devant environ 45 000 spectateurs que l'équipe nationale du Sénégal, avec son traditionnel maillot blanc et celle de l'Égypte en rouge, font leur entrée sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor pour disputer la première journée éliminatoire de la CAN Maroc 2015. L'un des instants forts d'avant-match, c'est sans doute au moment où l'hymne national du vert jaune rouge retentit dans le stade. Pour la première fois depuis 2 ans, le 12e Gaïndé ne s'en prive pas. De quoi booster les hommes d'Alain Giresse qui d'entrée de jeu vont presser haut les Égyptiens, les poussant à la faute. En l'absence d'Embaba, Papi Cissé et Henri Cévé, l'attaque des Lions est conduite par le trio Sadio Mané, Mame Biram Diouf et Dame Doye. Ce dernier justement va se créer la première occasion du match, mais écrase trop sa frappe. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de son compère de l'attaque Mame Diouf de tester le portier des Pharaons, mais sans succès. Les coéquipiers de Lamine Sané dominent l'entame du match et c'est tout naturellement qu'ils sont récompensés. À 20e minute, Dame Doye qui est le Sénégal, les Lions du Sénégal ouvrent la marque grâce à Mame Biram Diouf. Ça fait 2 ans que le public attendait cela. 2 ans. 1-0 pour le Sénégal à la 17e minute. Mordus par les Lions, les Pharaons vont essayer de réagir. Mais à chaque fois, la défense sénégalaise va se montrer intraitable. Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye et compagnie se régalent au milieu du terrain. Alors qu'on s'achemine vers la pause, l'excellent Dame Doye délivre sa deuxième passe décisive de la soirée. Au transfuge de Salzbourg, Sadio Mané, qui d'un piqué du droit porte le score à 2-0. Les Pharaons sont noyés. Le septuple champion d'Afrique est incapable de développer son jeu. De retour des vestiaires, les Égyptiens vont jeter toutes leurs cartes dans la bataille, avec les rentrées d'Amar Gamal à la 46e, d'Azem Imam à la 59e et d'Hassan Mahloud à la 77e, afin de recoller au score. Mais ils n'y arrivent pas, puisque les poulains d'Alain Giresse dominent la seconde période, malgré les sorties à la 68e, 78e et 86e minute de jeu, du premier buteur de la partie Mame Biram Diouf, du double passeur Doye et du désormais milieu des Lions Cheikhou Kouyaté, sous l'ovation du public venu nombreux. Les entrées de Mohamed Diamé, Moussa Sow et Alfred Ndiaye permettent aux Lions de la Teranga de garder leur avance. Le Sénégal s'impose à la maison 2-0 face à l'Égypte, au grand bonheur du 12e Gaïndé, qui lui aussi a su se montrer intraitable. Nous restons toujours au stade Léopold Sédar Senghor où Alain Giresse était en conférence de presse juste après la victoire de l'équipe du Sénégal. Et pour son premier match au stade Léopold Sédar Senghor, le sélectionneur national Alain Giresse dit heureux de commencer par une victoire. Je vous propose de l'écouter au micro de Amar Sissé Amadou Kébé. Les Lions commencent bien leur campagne de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est devant environ 45 000 spectateurs que l'équipe nationale du Sénégal, avec son traditionnel maillot blanc et celle de l'Égypte en rouge, font leur entrée sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor pour disputer la première journée éliminatoire de la CAN Maroc 2015. L'un des instants forts d'avant-match, c'est sans doute au moment où l'hymne national du vert jaune rouge retentit dans le stade. Pour la première fois depuis 2 ans, le 12e Gaïndé ne s'en prive pas.
Nous nous excusons pour ces confusions d'éléments. El Hadji Diouf, quart de finaliste de la Coupe du Monde 2002 avec le Sénégal, et Ousmane Ndoye, frère aîné de Dame Ndoye, livrent leurs impressions sur l'équipe de Giresse et pas seulement. Les Lions commencent bien leur campagne de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est devant environ 45 000 spectateurs que l'équipe nationale du Sénégal, avec son traditionnel maillot blanc, et celle de l'Égypte en rouge, font leur entrée sur la... On n'a toujours pas le bon élément. Les Lions du Sénégal se sont réconciliés avec leur public hier en battant l'Égypte de 2-0. Les supporters sénégalais magnifient cette victoire et appellent les Lions à redoubler d'efforts. Propos recueillis par Maria Massi et Mohamedou Diallo. La différence, d'abord, c'est le classement. Il a mis les hommes qu'il fallait à la place qu'il fallait. Après, collectivement, dañu amoon envie satisfaire peuple sénégalais ak seen bopp ñoom. Entraîneur bi xam nga il a fait un très grand match xam nga attaque boobu ñu leen attaqué xañ boobu ñu leen xañoon première mi-temps bi ballon bi ci milieu terrain bi loolu moo permettre Dame Ndoye ak suñu attaquant yi am espace pour mën a dugal bii bi. Bon, bravo et qui continue, bonne continuation. La station a été très bonne. Vu le classement, bon, Dame Ndoye au milieu avec sa prestation hier, il a été formidable. D'ailleurs Sénégal moom doo mën a wax am nga yaakaar ndax doo teel a wax ndax équipe bi toll ni Sénégal toog ñi xaw a jaaxle mais démb ñoom vraiment li ñu won buñ ko continuer ñun am nañ yaakaar nañ génn. Non démb daal ni ma ko gisee bu dee gars yi continuer dañ ko continuer comme noonu xalaat naa ñu am ndam quoi parce que dañoo gérer match bi ba mu jeex mais bu njëkk dañ doon jouer buy waaj a jeex noonu duñu mën a téye bal bi ba temps bi jeex. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cette page sportive qui met fin à cette grande édition du soir. Merci à Amadou Kébé et Amar Sissé qui ont été nos correspondants au stade Léopold Sédar Senghor. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation de ce journal. Mesdames et messieurs, passez un week-end passionnant en compagnie des programmes de la télé passionnément. Au revoir.